Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, une entrevue avec notre député fédéral, M. Philippe Toune. On essaie de réorganiser les comptes pour que tout le monde soit en partie gagnant. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que le fédéral a décidé de se prononcer qu'eux autres, ils veulent se faire rembourser 10 millions de dollars qu'ils ont investis en 2006. J'ai rencontré M. Serge Soucy, coordonnateur à la Fondation du C3S du Rocher-Percé, pour discuter de la deuxième édition du tournoi à bout de souffle. Parce que c'est pas une compétition et on remporte rien, là. Il n'y a pas de coupe à la fin, tout ça. Là. C'est vraiment là, pour le plaisir, pour assurer d'avoir de remettre tous les profits vont à la Fondation du CSS pour l'atteinte de leur objectif. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Courvier. Le patrimoine mondial, en fait, l'UNESCO fait une liste de sites qu'il faut vraiment protéger, qui font partie de son patrimoine mondial. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, je vous propose une entrevue avec M. Philippe Toune, député fédéral. On fait le point sur plusieurs dossiers importants pour notre MRC Rocher-Percé, dont l'avenir de notre chemin de fer. Bonsoir, M. Toune. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien, vous? Extrêmement bien. Véritable plaisir de vous recevoir en studio encore une fois en 2015. Et surtout, merci d'avoir accepté l'invitation. On va tomber tout de suite dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce matin même, il y a eu un communiqué de presse qui a été émis par le NPD en ce qui concerne le chemin de fer de la Gaspésie. Situation tout de même assez difficile à laquelle on doit faire face, nous, les Gaspésiens, et la Société du chemin de fer qui a repris possession du chemin de fer dans les dernières années, 2006-2007. C'est tout un défi auquel on doit faire face, là. Oui, ça a toujours été un défi, le chemin de fer en Gaspésie, depuis que le CN nous a abandonnés, puis les municipalités ont devenu propriétaires. On est dans une situation extrêmement délicate aujourd'hui. La société est sous la protection de la loi sur la faillite. On essaie de réorganiser les comptes pour que tout le monde soit en partie gagnant. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que le fédéral a décidé de se prononcer qu'eux autres, ils veulent se faire rembourser 10 millions de dollars qu'ils ont investis en 2006. C'est pas une façon de travailler avec les gens. Au lieu de s'asseoir négocier avec la société, c'est pas sorcier. Ça fait des mois que la société a été très claire qu'il faut renégocier les choses. Puis le fédéral, plutôt qu'être un partenaire, décide d'aller aux tribunaux puis exiger qu'il se fasse rembourser l'investissement qu'il a fait en 2006-2007. Je veux que le fédéral aide la région. Je veux pas que le fédéral vienne ici puis essayer d'enlever la richesse. Si le fédéral fait ce qu'il veut faire, ça voudrait dire qu'il pourrait prendre des locomotives de la société, s'emparer avec, ou peut-être même prendre la rail du chemin de fer, là, puis le vendre. Comment que tu peux aller chercher ton 10 millions? Il faut aller le chercher dans l'actif de la société. Il nous faut cet actif-là. Si on veut avoir un chemin de fer qui est vital, qui est utile, il faut trouver une façon de le bonifier et non pas le détruire. Puis c'est ça que je trouve vraiment décourageant de la part du fédéral, là, c'est qu'au lieu d'être partenaire, il joue le rôle de vautour, finalement. On ressent quand même une certaine fatigue, tant au niveau des représentants politiques régionales, mais aussi au niveau de la communauté en général, une certaine fatigue de voir, on travaille, on essaie de sensibiliser, mais on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on se fixe, même à court terme. Est-ce que c'est toujours viable? Est-ce que vous pensez que c'est toujours un outil de développement économique incontournable, cette fameuse voie ferrée-là? On est une des seules régions au Québec qui a un chemin de fer. Alors, ce serait une vraie perte de notre part là, si on ne pourrait pas trouver moyen de le rentabiliser. Il faut travailler avec ce qu'on a. Il ne faut pas le cacher, les clients sur notre chemin de fer, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut trouver des clients. Mais trouver des clients, il faut que les clients aient confiance dans le chemin de fer. Puis quand il y a des partenaires comme le fédéral qui fait tout à fait le contraire, qui dit non, on n'a plus confiance dans le chemin de fer, même on veut le liquider puis on veut aller chercher notre argent, bien, c'est certain, si moi j'étais un investisseur, je ne vais pas investir dans un chemin de fer. Si j'étais entrepreneur, je ne vais pas me fier sur ce service-là parce que j'ai des doutes qu'il va être démantelé. Il faut absolument qu'on ait une approche systématique avec le chemin de fer. T'sais, on a un client à Nouvelle avec Temrex. On a des clients à New Richmond qui utilisent le chemin de fer. On a la coopérative à Caplan qui pourrait commencer à l'utiliser. On peut tranquillement, pas vite, ramener le chemin de fer jusqu'au bout de la péninsule, mais il faut le faire en étapes.
Puis il faut être patient. Puis c'est ça, le fédéral, c'est pas comme s'ils ont besoin de 10 millions. Il n'y a pas de problème de cash flow au fédéral. On n'a pas besoin de cet argent-là. Ce qu'il faut, c'est un partenaire qui est patient. Puis les partenaires qui peuvent être patients, c'est les gouvernements. Ils ont la capacité d'attendre. Alors, attendons, donnez la chance aux coureurs, donnez la chance à la nouvelle société, avec le nouveau conseil d'administration, pour qu'ils puissent aller faire preuve qu'il est capable de faire de quoi avec ce chemin de fer-là. On avait les choses à l'envers depuis longtemps au chemin de fer, là, ça, tout le monde l'avoue, mais c'était un nouveau modèle de gestion qui n'était pas connu au Canada, que les municipalités deviennent le propriétaire du chemin de fer. C'est intéressant, là, parce que c'est le peuple directement qui est propriétaire. Le modèle n'existe qu'à peine ailleurs. Puis il fallait vraiment travailler encore plus fort, parce que les conseils municipaux de la région, c'est pas des railroaders, ils ne connaissent pas les chemins de fer en soi. On a besoin de l'expertise, mais ce qu'on a surtout besoin, c'est le temps d'apprendre. On apprend tranquillement. Je pense que maintenant, on a vraiment un modèle qui est tout à fait cohérent, encore une fois. Misons sur l'actif qu'on a, misons sur le fait qu'on a des clients à un bout de la péninsule, puis tranquillement, pas vite, ramener le chemin de fer plus loin. L'affaire qu'il ne faut pas faire, c'est perdre notre chemin de fer. On est une des seules régions qui a la chance d'avoir un chemin de fer, puis ça serait vraiment malheureux de le perdre. On sent que le défi, c'est un peu la mise à niveau et d'avoir l'argent nécessaire pour être capable de l'opérer. On sent qu'il y a un manque d'argent. Est-ce qu'un gouvernement du NPD au pouvoir pourrait améliorer cette situation-là sans dire que le gouvernement du NPD arriverait avec une enveloppe et réglerait tous les problèmes one shot? Il ne faut tout de même pas rêver en couleur. Mais est-ce que vous pourrez apporter beaucoup plus d'eau au moulin? Parce qu'il y a quand même une certaine participation avec le gouvernement provincial, j'en suis conscient. Mais est-ce que c'est dans votre vision? Absolument. On l'a chiffré, là. On sait le besoin du chemin de fer. On sait qu'on a besoin de 107 millions. Ça, c'est selon les estimés de l'année passée. Alors, peut-être c'est un petit peu plus haut aujourd'hui. Mais 107 millions pour la réfection du chemin de fer de Matapédia jusqu'à Gaspé. Le 107 millions, on ne l'aura pas du jour au lendemain. Là. Même moi, je ne suis pas prêt à dire qu'on va investir 107 millions quand on sait qu'il n'y a pas de clientèle. Là. 107 millions sur un chemin de fer qui est à peine utilisé, ce n'est pas un bon investissement. Ce qu'il faut faire, c'est investir tranquillement en section. On sait qu'il y a un client, on investit. On sait qu'il y a un entrepreneur qui est prêt à se mettre dans la région. Si c'était seulement pour le fait qu'on avait le chemin de fer qui se rendait là, mais regardons, ça coûtera combien de refaire le chemin de fer jusqu'à cet entrepreneur-là. Je pense, par exemple, à la cimenterie à Port-Daniel. Il y a de toute façon que la cimenterie puisse avoir des intrants. On sait qu'ils vont exporter par voie maritime. Mais est-ce qu'il y a des produits qui pourraient amener en chemin de fer? Bien, peut-être la réponse est oui. À ce moment-là, bien, on peut ramener le chemin de fer jusqu'à Port-Daniel. Il y aurait un utilisateur. Alors, pensons comment on peut investir dans le chemin de fer en fonction de l'utilisation qui va être faite. Je ne veux pas refaire un chemin de fer qui va juste rester là à rien faire. Là, il y a un potentiel touristique aussi. Hein. On parle de l'industrie, mais il y a un potentiel là. Et avec les partenaires de la région, avec les entrepreneurs, qu'on s'assoie ensemble puis qu'on puisse refaire le chemin de fer en section, ça a de l'allure. Puis je pense que c'est un bon investissement parce que justement, ça crée de la richesse. Ça a des retombées. Si on peut aider un entrepreneur de s'installer dans la région ou, comme vous dites, l'industrie touristique, si on peut leur donner un coup de main, ça amène du monde dans la région, ils dépensent de l'argent, ça a un effet multiplicateur, c'est bon pour l'économie. Il ne faut pas développer n'importe comment. Il faut être collé sur la réalité du milieu. C'est ça que je dois comprendre. Absolument. Bon, ben voilà un beau dossier que j'imagine qui va être à suivre là, durant les prochains mois. Il faut. Donc, je suis tout à fait conscient qu'on est au mois de février 2015 et de parler un peu de période estivale, c'est peut-être un peu tôt, mais pour ceux qui travaillent dans le domaine touristique, ils sont déjà en brainstorming là-dessus et à planifier leur saison estivale. Et on connaît très bien la réalité au niveau du quai de Percé, qui demeure toujours une infrastructure très importante, non seulement pour la visibilité internationale que Percé peut avoir au niveau économique pour notre pays, notre grand pays, le Canada, mais au niveau du NPD, j'aimerais savoir exactement votre position sur là où on en est rendu par rapport à cette infrastructure-là, parce qu'elle va demeurer, cette infrastructure-là, une infrastructure clé pour le maintien d'une offre touristique pas agréable, mais disons importante pour la ville, pour le développement. Puis quelques points à cet égard. Là. Premièrement, l'industrie touristique, c'est l'industrie la plus importante au monde.
Il faut investir dans l'industrie touristique. Le Rocher Percé, c'est un pôle touristique, probablement le pôle touristique de notre région le plus important qu'il y a, de loin. Et on est chanceux qu'il est au bout de la péninsule. On aime ça, il faut que les gens se rendent jusque-là. Ouais. Mais le quai est un incontournable pour que les gens puissent aller à l'île Bonaventure, pour que les gens puissent juste faire le tour, pour aller faire le tour pas loin du Rocher Percé. Toute l'infrastructure, toute l'industrie touristique pour aller voir les phoques et les mammifères marins et tout. C'est vraiment très important que le quai soit en état. En ce moment, on est en train de négocier la cession du quai. Pêche Océan dit qu'ils n'ont plus de volets au niveau de la pêche. C'est pas faux, ça. Il y a très peu de pêcheurs qui utilisent le quai à Percé. Alors que Pêche Océan se désiste du quai, c'est pas anormal. Par contre, il ne faut pas juste abandonner le quai comme on a fait depuis les 20 dernières années et penser que la municipalité de Percé est capable de reprendre cette infrastructure extrêmement importante, non seulement pour Percé, mais pour toute la région. Puis, on ne le cache pas, le Rocher Percé, c'est une icône qu'on voit à travers le Canada et le monde. Là. Si on avait des royautés, si on pourrait avoir d'argent à chaque fois qu'on utilisait le Rocher Percé dans un annonce publicitaire, franchement, la région serait riche. Il faut investir dans cette région-là. Donc, l'important ici, c'est que le quai doit être en état. Alors, si Pêche Océan veut la céder, je pense qu'il y a façon de faire que le quai soit rentabilisé pour que l'infrastructure soit entretenue avec le temps. On a suffisamment de touristes, on a suffisamment d'intérêt qu'il y a façon de le faire. Mais il ne faut pas céder un quai qui ne fonctionne pas. On est conscient que la municipalité ne pourra pas soutenir un quai qui ne serait pas remis à neuf, là. Puis ça c'est une priorité numéro 1. Là. Il faut absolument que le quai soit remis en état. Pêche Océan dit que ce n'est pas notre responsabilité parce que s'il n'y a pas de pêcheurs, ou très peu de pêcheurs, que ça soit Pêche Océan ou que ce soit un autre ministère au fédéral, ça m'est égal. La question, c'est, il n'y a pas question que le fédéral va céder un quai qui est à la fin de sa vie utile. Ils vont céder un quai qui est en fonction, qui est utile. Alors, il faut qu'ils investissent dans ce quai-là. Ils ont abandonné leurs responsabilités pendant 20 ans de temps. Ils auraient pu faire de l'entretien. Ils en ont fait à peine. Alors, désolé, vous avez reporté la facture à plus tard, bien là, vous n'allez pas prendre la facture et la tasser à un autre. Vous êtes quand même responsable de la facture. Le fédéral doit prendre ses responsabilités. On parle plus particulièrement en ce moment du quai de Percé, mais l'ensemble des communautés de la côte gaspésienne ont tous leurs différents quais et ils tiennent tous. Un gouvernement du NPD au pouvoir demain matin, il faut quand même être réaliste. J'imagine qu'on va certainement avoir une vision d'investir plus pour les entretenir, mais on va certainement avoir aussi des choix à faire. C'est vrai. Premièrement, même si on voulait refaire tous les quais en Gaspésie d'un coup, on ne peut pas. Il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre. Ce bout-là, c'est réglé. On n'a pas les matériaux pour le faire. C'est juste pas possible. Mais il y a des quais qui ne sont plus utilisés. Alors, franchement, de prioriser des quais qui ne sont pas utilisés, puis quand on laisse pour compte des quais qui sont fort utilisés, ça n'a pas de sens. Il faut prioriser les quais, il faut prioriser la réfection des quais. On sait que Percé, évidemment, ça en est probablement le plus important, surtout pour l'industrie touristique, mais on sait également qu'il y a les quais de Sainte-Thérèse, les quais de Rivière-Renard, les quais qui sont utilisés quotidiennement et qui sont clés pour l'économie de la région. Il faut qu'eux autres soient prioritaires. La vision que nous autres, au NPD, on a, c'est qu'on devrait, vraiment avoir leur jeu. C'est quoi l'état des quais? On ne sait pas quels sont les besoins des quais. On ne fait pas l'évaluation, on fait seulement des évaluations ponctuelles. Et là, même forcément, là, on force le fédéral à faire une évaluation. Qu'on fasse une évaluation des quais, qu'on aille leur juste, c'est quoi le besoin? À ce moment-là, on sait combien que ça pourrait coûter à refaire le quai. On sait combien de quais qu'on veut refaire, on priorise selon l'importance du quai et qu'on ait une enveloppe sûre à chaque année. Alors, si on priorise, si on sait combien que ça coûte pour refaire, si on sait combien d'argent qu'on peut dépenser par année, on sait là, que ce quai-là, ça va être fait l'année prochaine. L'autre quai, ça va être fait l'année d'après. L'autre quai par après. Il y a des assos portuaires, des associations portuaires, c'est des bénévoles, qui n'ont aucune idée d'une année à l'autre si le fédéral va venir refaire les quais ou faire de l'entretien. On ne le sait jamais. Tant aussi longtemps que ça ne se fait pas,
on ne sait pas si ça va se faire. Alors, tu sais, au lieu de toujours le mettre dans le doute, puis que ces gens-là, des bénévoles encore, qui se battent à chaque année, est-ce qu'on peut avoir notre argent, est-ce qu'on peut refaire notre quai, le besoin est là, plutôt que juste les laisser dans la noirceur, là, ils le sauraient. Ça va être dans 3 ans, ça va être dans 1 an, ça va être dans 4 ans, mais vous le saurez. Puis c'est ça qu'il faut faire, là. Au lieu de toujours penser qu'on peut réinventer à chaque année l'histoire de est-ce qu'on va refaire votre quai ou pas, c'est pas une façon de traiter le monde. C'est pas bon pour l'assaut portuaire. Les bénévoles sont tannés. J'en ai entendu plusieurs qui pensent démissionner. Tu sais, c'est pas une façon de traiter du monde. 2, c'est pas une façon de traiter l'industrie puis l'économie locale. Il faut, pour que les gens aient confiance dans l'économie gaspésienne, il faut que le fédéral fait sa part pour donner confiance aux gens. Puis en ce moment, ils ne donnent pas confiance. On est toujours sous le doute. On est toujours dans la noirceur. Un gouvernement ouvert, transparent, voici ce qu'on va investir sur les prochaines années. Je pense que ça serait une façon de vraiment améliorer la confiance dans la région. Donc, pour l'ensemble des représentants politiques municipaux qui nous écoutent en ce moment, sous un gouvernement NPD, première étape, un plan de priorisation. Absolument. Donc, autre dossier et dernier dossier, parce qu'on va être appelé à se revoir certainement d'ici à la période du printemps, selon vos disponibilités, bien sûr, mais on va terminer en parlant un peu élection. J'en ai parlé un peu en début d'entrevue. On le sait, on commence à le sentir. Hein? On parlait en préparation d'entrevue que même vous, là, vous commencez à sentir que tranquillement, pas vite, on s'en va vers une possible élection fédérale qui serait prévue normalement en octobre, vous me disiez? Tout à fait, 19 octobre selon la loi à date fixe. Et puis là, on a entendu M. Mulcair parler un peu de certaines promesses du NPD. Et il y en a une en particulier qui a fait beaucoup jaser, même ici à l'interne au niveau de mes employés, mais de quelques amis. Et je vais m'attarder à celle-là, à une promesse de salaire minimum à 15 $ de l'heure pour l'ensemble des travailleurs du Canada. Nous, on était complètement sous le choc, excusez-moi, lorsqu'on a entendu ça. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être positif pour l'économie et les citoyens du Canada? Je pense que c'est très, très important que les gens qui ont de la difficulté à faire rencontrer les deux bouts, qu'on leur donne toute l'aide possible. Parce que c'est toute une marge là, entre 10,50 et 15 là. En moyenne, 10,50 je sais que ça varie un peu de province en province. C'est ça. Les provinces, en règle générale, c'est entre 10 et 11 Oui. On parle de 15 il faut respecter les gens. Là, ils n'ont pas les moyens. Le taux de pauvreté au Canada est évalué que pour être capable de même te rendre à la pauvreté, tu aurais besoin de 15 $ l'heure. Oui. Alors, soyons clairs, là, les gens, ils ont des dépenses. Puis essayer de vivre, mais une famille monoparentale qui travaille au salaire minimum, franchement, là, ils ont beaucoup de difficultés. Puis si ce n'est pas le salaire qui va le payer, bien, il va y avoir plein de gens qui vont être motivés à soit le fameux « je veux faire mes timbres », soit qui vont tomber sur le bien-être social. Tout le monde paye. Mais si on ne le fait pas sur le marché du travail, l'argent va se trouver quelque part. Puis si on ne le trouve pas sur le marché, bien, on va le trouver dans les impôts. La question ici, c'est comment on peut le faire de façon que tout le monde puisse en sortir gagnant. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui n'aiment pas l'idée d'augmenter le salaire minimum. Mais l'avantage d'augmenter au niveau économique, c'est que quand tu mets de l'argent dans les poches des gens qui en ont moins, ils la dépensent cet argent-là. Les paradis fiscaux pour les riches, à chaque fois que les impôts sont diminués pour les riches, comme les conservateurs ont proposé, le fractionnement du revenu pour les 15 % plus riches au Canada, ils ne vont pas dépenser cet argent-là. Ils vont le mettre dans un paradis fiscal. C'est ça. On se comprend. Ils vont juste s'enrichir encore plus. Ceux qui ont moins d'argent, ils la dépensent. Ils vont aller au dépanneur. Ils dépensent leur argent. Mais là, le dépanneur, lui aussi, il a plus d'argent. Lui, il peut aller au concessionnaire d'automobile acheter un autre auto. Il y a un effet multiplicateur dans l'économie. Ça aide à enrichir, à développer la richesse de la région. Alors, l'idée d'augmenter le salaire minimum va, selon les économistes, ça va créer de la richesse, ça pourrait même créer plus d'emplois. Selon les économistes? Absolument, c'est évalué, c'est ça. Quand le salaire minimum augmente, ça n'a pas un effet nuisible. Puis, juste au cas où qu'il y a des entrepreneurs qui doivent s'ajuster, on a quand même dit au NPD que le taux d'imposition pour les petites et moyennes entreprises devrait être à la baisse. Les grandes entreprises, il y a eu un congé fiscal depuis des dizaines d'années maintenant. C'est à peu près temps qu'ils payent leur part.
On veut donner une chance aux petites et moyennes entreprises qui sont les créateurs d'emplois. Alors, non seulement un salaire minimum pour aider les gens à rencontrer les deux bouts, mais également pour des petites et moyennes entreprises qui auraient peut-être des difficultés à s'ajouter à court terme. On diminue leurs impôts. Alors, pour tout le monde, va se sortir un petit peu plus gagnant. On peut pas, tu sais, je ne vais pas promettre que tout le monde va devenir un millionnaire d'ici au lendemain, mais un petit peu à la fois, changer la direction de l'économie que depuis des décennies, on vire l'économie vers avantager les plus riches. Mais c'est à peu près temps qu'on aille aider le 85% des autres au Canada puis au Québec qui n'ont pas vu ce bénéfice-là. Parce que nous, en discutant, je discutais avec des collègues de travail et aussi la majorité des gens que je côtoie, les moyennes de salaire, ça joue. Il y a beaucoup de personnes dans la MRC du Rocher-Percé qui travaillent au salaire minimum. On est tous tout à fait conscients que même depuis au moins 10 ans, c'est pas depuis cette année ni l'année dernière, que 15 $ de l'heure devrait être le salaire minimum pour tous, pour avoir une qualité de vie qui est raisonnable et pour avoir l'impression de travailler pour quelque chose. Là. Mais j'imagine que ça doit être très populaire comme promesse au niveau du NPD, au niveau des travailleurs au salaire minimum et même au niveau de la classe moyenne. Mais au niveau des entreprises, de réussir à faire passer ce message-là, que ça ferait des employés peut-être plus productifs, un retour au niveau des impôts en fin d'année, plus de dépenses, un plus grand pouvoir d'achat de ces travailleurs-là. C'est tous des avantages que nous, on est portés à voir, ceux qui travaillent à des petits salaires. On voit cet avantage-là tout de suite, mais il va certainement y avoir une certaine réticence. Les employeurs qui ont des employés qui sont contents, c'est des employés qui sont plus fidèles et des employés qui sont plus productifs. Ouais. Alors, normalement, tout le monde devrait sortir un petit peu plus gagnant avec cette mesure-là. Un employeur a intérêt à plaire à ses employés. Sinon, il perd ses employés. Il faut qu'il forme un nouveau employé. Et c'est une réalité qu'on voit, là. Et on le voit dans notre région, on le voit souvent, si le salaire n'est pas très élevé, bien, les gens vont dire, bien, écoute, moi, je vais tomber sur l'assurance-emploi, j'en perds, mais j'en perds pas tellement que ça. Je vais faire mes teintes, puis je m'en vais. Je veux trouver des outils pour que les gens restent fidèles. Puis pour être fidèle, bien, il faut une qualité de vie. Puis la qualité de vie n'est pas loin. C'est pas comme on ne demande pas d'aller d'ici puis monter jusqu'au ciel. Là. Mais est-ce qu'on peut le dire une petite étape à haute voix, on va le dire même ensemble, est-ce qu'on peut s'entendre tous les deux que 15 $ de l'heure, il n'y aura pas personne de millionnaire? Justement. Mais on est sur la même longueur d'onde sur ce bout-là. Parce qu'il y a des gens, on leur dit 15 $ de l'heure. « Hey, monsieur Boeuf, ça va être le yacht en arrière de l'île Bonaventure. » Puis je veux dire, revenez les pieds sur terre, là. C'est ça. C'est une étape, une petite étape à franchir, mais l'effet bénéfique, je pense que serait ressenti par tout le monde. Et encore une fois, s'il y a des entreprises qui trouvent que juste à court terme, là, que c'est difficile à franchir cette étape-là, bien, on parle de baisser leurs impôts de toute façon. Donc, il va y avoir un certain équilibre. Tout le monde devrait sortir gagnant avec cette mesure-là, puis je pense que on verrait l'effet bénéfique assez rapidement. Monsieur Thune, il y aurait plusieurs autres dossiers dont on aurait pu parler et aussi plusieurs autres, naturellement, promesses électorales. Nous allons avoir le plaisir. Nous allons nous donner la mission de reprendre rendez-vous ensemble pour discuter des dossiers importants et surtout se revoir d'ici la période estivale parce que j'imagine que la période estivale, ça va être chaud dans tous les sens du terme durant la période estivale qui s'en vient. Merci d'avoir accepté de venir faire un petit tour à votre télévision communautaire de Grande-Rivière. Un plaisir. Je vous dis au plaisir de se revoir, M. Thune. Merci à vous. Eh bien, mesdames, messieurs, je reçois maintenant en studio M. Serge Soucy, coordonnateur à la Fondation du C3S du Rocher-Percé. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko. Ça va bien? Ça va bien. Je commence à être un habitué. Là. Je commence à avoir mon aise ici en studio. C'est bien. Une certaine aisance devant la caméra. Oui. Même si c'est en haute définition, on arrive quand même à vivre avec le résultat. Oui. On s'en arrange tant que soit peu. En autant qu'on ne fait pas peur aux enfants quand ils vont ouvrir la télévision. Je crois que ce ne sera pas le cas. Surtout si c'est diffusé à des heures tout de même raisonnables. Ah, OK. Monsieur Serge, on se revoit pour une deuxième fois en ce qui concerne le projet qu'on va parler aujourd'hui. C'est le fameux tournoi à bout de souffle. C'est une activité de financement importante pour la Fondation du C3S. Et l'année dernière, ça a été un succès. Et vous me disiez en préparation d'entrevue que ça a aidé à ce qu'il y ait une deuxième édition. Bien, c'est sûr. C'est toujours que le succès est garant de la pérennité. Fait que
l'année passée, l'invitation avait été lancée aux gens, aux hockeyeurs, aux gens à venir s'amuser au nom de la Fondation pour une activité caritative. Puis c'est sur un peu la supervision de Régent Boutin, Cynthia Giroux, docteur Cynthia Giroux, qui ont amené l'idée à avoir une activité comme ça, le tournoi bout de souffle. C'était une première l'année passée, donc on répète cette année. Donc, cette année, ça va avoir lieu du 13 au 15 mars, mais pour les gens à la maison qui ne connaissent pas l'activité, peut-être nous rappeler le concept. Bien, le concept, là, c'est un peu ce qu'on faisait quand on était plus jeune et on était en forme. Là. On se divisait en équipe, là, 4 contre 4, puis on jouait, puis il n'y avait pas d'hors-jeu. On continue jusqu'à temps que la période se finisse. Mais c'est un peu le même principe. C'est un tournoi dont il n'y a pas d'arrêt de jeu systématique. Donc, on joue pendant 15 minutes non chronométrées. Aucun changement lors des arrêts de jeu. Les changements doivent se faire ce qu'on appelle sur le fly, donc toujours en roulant. L'autre particularité, c'est lorsqu'il y a un but ou un hors-jeu, n'importe quoi, le deuxième arbitre se place en position, il compte 1, 2, 3, puis il dépose la rondelle. Donc, ça fait que les joueurs doivent être excessivement vigilants. C'est un jeu rapide, là. C'est un jeu rapide, là. C'est vraiment, l'idée, c'est d'aller à la limite de ses capacités. Puis l'autre chose qui amène aussi une particularité là-dessus, c'est un mélange. Fait que il n'y a personne qui va avoir une équipe, personne qui s'inscrit à une équipe au complet. Les gens donnent leur nom. Okay. Donc, à ce moment-là, il y a une présélection du comité. Donc, on tire au sort. Selon l'évaluation qu'on fait des joueurs, bien, un exemple, un joueur de calibre assez fort, bien, ça peut être considéré comme un A. Une personne comme moi qui revient au jeu, c'est ça, mais c'est considéré comme... Après une troisième retraite. C'est-à-dire, comme le gars, si j'ai la permission de mon épouse de pouvoir m'exécuter, là, ça me fait plaisir. Toi, Serge, tu étais joueur de centre pour le Boston, c'est ça? Non, moi, j'étais gardien de but pour les Panthers de Chibougamau. J'ai joué ici, les gens s'en rappellent probablement, mais je jouais dans la ligue intermédiaire qu'il y avait dans le temps. Ah, donc tu étais un joueur de hockey oui, quand même, oui. ouais. Puis moi, j'avais... T'es plus haut que moi. Moi, j'ai pris ma retraite au novice, moi. Ah non, moi j'ai été beaucoup plus loin que ça. J'ai joué, mais de façon, puis c'était agréable la façon qu'on jouait ici. Il y avait les Lions dans le temps, il y avait une équipe à Cap d'Espoir, il y avait... On s'amusait. Moi, je m'amusais beaucoup. Il y a eu une époque où c'était super populaire, le hockey, comparativement à maintenant. C'est tout de même encore assez populaire, mais il n'y avait plus d'équipes à cette époque-là. Donc, on rappelle, c'est une formule 4 par 4. C'est 4 contre 4. Ça peut aller jusqu'à une équipe de 6, mais vous assurez que 6 par équipe? C'est 7 par équipe avec un gardien de but. Donc, c'est 6 joueurs maximum. Un gardien de but, 2 filles. On essaie de mettre 2 filles par équipe. Vous assurez que les équipes sont équilibrées, d'après ce que je peux comprendre? Oui, c'est sûr, parce que c'est pas une compétition. On ne remporte rien. Là. Il n'y a pas de coupe à la fin, tout ça. C'est vraiment là, pour le plaisir, pour assurer d'avoir de remettre tous les profits vont à la fondation du CSS pour l'atteinte de leur objectif. C'est 40$ par joueur. On demande aux joueurs de s'inscrire au préalable avant le 1er mars 2015. Ce qu'on dit souvent, la formule, c'est le paiement confirme l'inscription pour pas avoir... puis on a une limite de 144 joueurs pour une possibilité. On aimerait avoir 20 équipes cette année. L'année passée, on en a eu 16. C'est pour une première. Puis l'autre chose qui est intéressant là-dedans, c'est que y a des gens là, comme M. Russell Dubois qui s'était inscrit, qui a accepté là, de faire partie du comité. Donc, lui, il y a un groupe de ce qu'on appelle les seniors, là, les doubles seniors. Donc, les autres, ils jouent souvent le mardi après-midi, le jeudi après-midi. Fait qu'ils se rencontrent là. C'est des gens d'un âge vénérable, mais ils continuent à pratiquer ce sport-là. Donc, lui, il va faire que son groupe s'inscrive, donc ça va leur permettre aussi de faire partie d'une catégorie. Donc, il va y avoir probablement 2 filles puis un joueur de 60 ans et plus par équipe pour essayer de diviser. Puis ce qui est intéressant, puisque les gens m'ont mentionné après la première expérience, c'était le côté social que ça a amené. Oui. C'est que souvent, par la force des choses, on se retrouvait dans une équipe avec quelqu'un qu'on côtoyait tous les jours, mais on ne savait pas c'était qui. Donc, le hockey a permis de se faire des connaissances puis de faire des rapprochements aussi qui étaient très intéressants. C'est une formule, là, je pense, qui est gagnante là,
Donc, on invite les gens à vouloir nous encourager. Non seulement c'est une belle expérience pour faire du social, peut-être se faire des nouveaux amis, Oui. pour ceux qui aiment le hockey, jouer au hockey et être Puis, solidaire de la cause de la Fondation. Ben, du C3S. si tu m'enlèves les mots de la bouche, Mirko, c'est vraiment ça. C'est que c'est sûr que la sollicitation, là, on essaie de trouver des formules qui font une espèce d'échange, là, dans le sens de dire, bon, ben, tu viens pratiquer l'activité que j'ai cautionnée. Donc, à ce moment-là, en t'inscrivant, ben, tu amènes des fonds à la Fondation au lieu de toujours faire de la sollicitation, là, soit par courriel, tout ça. Il faut être un peu dynamique, puis il faut être aussi, comment dire, ingénieux un petit peu dans nos formules de sollicitation, parce que la population gaspésienne là, est excessivement généreuse, mais on sait déjà qu'elle est sollicitée de tous les bords, de tous les côtés. Fait que toutes les causes sont bonnes, mais... C'est ça. On est tout à fait conscient aussi de l'importance de tout ce que peut apporter la Fondation du C3S au niveau de l'amélioration de la qualité des soins là, pour les gens de la MRC du Rocher-Percé. C'est une bonne cause qui a fait ses preuves. Oui, c'est ça. Puis, comme on dit souvent, là, je veux dire, on ne sait jamais au moment où on va avoir, malheureusement, avoir les services de notre centre de santé. Mais si on est capable d'avoir dans notre région les appareils qui nous permettent d'avoir les résultats le plus rapidement possible, bien, c'est un peu l'objectif de la Fondation. Tu vois, dernièrement, on a inauguré le nouveau tomodensitométre, puis regarde, la réponse là, a été superbe au niveau de la population parce qu'on a réussi à remettre à notre centre de santé la somme de 200 000 $ qui garantissait la mise de fonds là, pour le 20 % pour l'acquisition de cet appareil-là. Fait que probablement qu'au cours des mois prochains, là, M. Berger, notre président du conseil d'administration, viendra faire le lancement de la prochaine campagne et présentera ses présidents d'honneur et... les différents objectifs à atteindre. C'est justement, c'est ça. Donc, si tu me permets, c'est qu'on rappelle aux gens, s'ils veulent participer, ils peuvent toujours aller voir, consulter sur la page Facebook en tapant Tournoi Bout-de-Souffle à l'adresse Facebook ou encore en appelant directement à la Fondation au 418-689-2261. Le poste, c'est 2196. S'il y a personne qui vous répond au moment où vous avez fait votre appel, laissez un message, vos coordonnées, puis on se fera un devoir de vous rappeler dans les plus brefs moments. Ou sinon, passez directement à la Fondation et nous serons heureux d'accueillir votre inscription. Puis on vous invite à le faire le plus rapidement possible avant le 1er mars. Donc, M. Soucy, merci pour votre passage à l'émission Reflet d'ici. On vous souhaite que ce tournoi se passe encore une fois très bien cette année. On rappelle, ça va se dérouler du 13 au 15 mars prochain au Centre sportif Clément Tremblay de Chandler. Alors, c'est un rendez-vous pour toute la population. Merci Mirko et merci à la télévision communautaire de nous recevoir si agréablement après cette magnifique tempête parce que on n'était pas sûr de pouvoir se rendre si ça va continuer comme ça. Ça a été un peu rock'n'roll de réussir à ajuster nos flûtes. Hein? On appelle ça le passage obligé. Merci, M. Serge. La tempête. Merci beaucoup, Mirko. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Capsule Divertissement. Alors, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, cette semaine, on va discuter patrimoine. Exactement. Le patrimoine mondial, en fait, l'UNESCO fait une liste de sites qu'il faut vraiment protéger, qui font partie de son patrimoine mondial. Et j'ai décidé de choisir 2 de ces sites-là et d'en parler un petit peu. Et avec les images, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Alors, restez à l'antenne, ça risque d'être très intéressant. Alors, on va débuter avec Petra, qui est située en Jordanie. On voit une carte à l'écran, le petit carré, donc c'est là où est située la Jordanie. Merci de nous avoir situés. Hein, oui, bien, c'est pas toujours évident. Et en fait, la Jordanie, c'est le rose, en haut, juste à côté du jaune. C'était pas les épaules qui dépassaient de chaque écran. J'ai dit, je vais quand même préciser parce que... c'est ce qui se situe entre les 2 paires d'épaules que vous venez de voir. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est le petit point rose à côté de l'Irak en jaune.
un peu à côté d'Égypte. Donc, la Jordanie, c'est là que ça se situe. Donc, Petra, c'est situé à environ 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et vous allez voir des images vraiment magnifiques. Ça a été créé vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, donc ça date d'assez loin. Ça a été créé par ce qu'on appelait les Édomites, mais ensuite, il y a les Nabatéens qui ont occupé l'endroit. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment magnifique. C'est ce qu'on voit en premier. OK, j'allais dire, ça fait penser au site Indiana qu'on voit. Jones. Oui, c'est-tu là? Oui, Indiana Jones, Oui. J'ai reconnu Petra. tout de suite le site de tournage. C'est là que je faisais mon infoservice avant. Ah, ben c'est ça, c'est... c'est ce que je me disais aussi. Toi aussi, c'est pour ça que tu l'as pris. Non, c'est vrai que c'était beau en passant. C'est magnifique. Puis, ben c'est ça, donc c'est situé vraiment dans le désert, comme vous voyez. Et c'est très difficile d'accès. Il y a seulement un sentier qui donne accès. C'est un sentier dans les canyons, dans les montagnes. Donc, c'est vraiment pas facile à voir. Donc, à une certaine époque, ça abritait quand même 25 000 habitants. Ah oui. Oui, quand même. Ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on appelle le monastère. Donc, c'est magnifique. Tout est sculpté dans la pierre, le grès. Vous voyez encore une fois le monastère. Et puis on voit le monsieur en bas, là, ça donne une idée Oui, de grandeur. Hein? Exactement. Donc, c'est immense. Et ça a été découvert en 1812. Ça a été caché longtemps, évidemment, parce que c'est dans le désert et c'est très difficilement accessible. Et donc, il y a un aventurier suisse qui avait entendu parler d'une cité mythique, d'une cité perdue. Et tout le monde disait que c'était une espèce de légende. Et lui, il a cru, il a dit non, je vais la trouver. Et il a été avec ce qu'on appelle les Bédouins, qui est un peuple de ce coin-là. Et ils ont découvert Petra. Ça devait être quelque chose à découvrir. Hein? Donc, comme tu disais, c'est quelque chose qu'on a déjà vu parce que dans le film Indiana Jones, ça a été utilisé, les décors de Petra. Donc, aujourd'hui, c'est quand même habité encore par le peuple bédouin qui habite l'endroit, qui fait visiter l'endroit. Là, ce qu'on voit encore à l'écran, c'est ce qu'on appelle le trésor du pharaon. C'est un tombeau de roi. C'est l'image qui est utilisée dans Indiana Jones, là, vraiment, cette section de Petra. On appelle ça le trésor, encore une fois, le trésor du pharaon. Ça n'a aucun rapport avec le pharaon. C'est qu'on se disait qu'il y a des pirates qui ont mettre un trésor à cet endroit-là. Et bon, dans les faits, on pense que c'est vraiment seulement le tombeau d'un roi, qu'il n'y a pas de trésor nulle part, mais la légende perdure quand même. Là. Donc... disons que ça vaut la peine de protéger ce genre de Ah, site. c'est magnifique. Est-ce que vous voyez à l'écran, c'est lorsqu'on arrive à Petra, c'est ce qu'on voit en premier. On arrive par un canyon qui mesure 2 mètres à peu près, et on voit le trésor du pharaon, comme je mentionnais. C'est ce qu'on voit en arrivant. Donc, c'est totalement irréaliste de voir ça dans le désert, creusé dans la pierre. Là, c'est immense. Et ça a été construit sur 600 ans, quand même. Là, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à ériger. Il y a à peu près 700 monuments dans Petra. Un peu comme vous venez de voir. C'est beaucoup, encore une fois, un tombeau. Il y a beaucoup de tombeaux, mais ce n'était pas seulement une nécropole de tombeaux. Il y a des gens qui vivaient là. Il y avait des commerces, des marchands. Des lieux pour prier. Ce qu'on voit, c'est une espèce de colisée romain, si on veut, parce qu'à un moment donné, Petra a été annexée par Rome. On a coupé carrément leur aqueduc pour les annexer de force et ils ont donc été annexés. On voit tous les détails dans la pierre. Et comme je disais, ça a été sculpté dans le grès, qui est une pierre qui est du sable, en fait. Ici, on voit un détail du monastère. Les mosaïques qu'on faisait, c'était une culture qui était très artistique, très développée. Donc, on voit ici, comme je disais, le grès. On en a ici. C'est une pierre qui est faite de sable qui se cimente avec le temps, qui devient dure. Donc, c'est quand même une pierre friable parce que c'est du sable. Et c'est multicolore. Donc, c'est ce qui donne toutes les couleurs à Petra aux différents édifices qu'on voit. Donc, c'est vraiment un endroit vraiment magnifique. Et ce qui a fait que on voit les monuments, c'est grandiose, c'est que c'était situé à un endroit stratégique où passaient les caravanes qui faisaient les marchands qui transigeaient au Moyen-Orient passaient par Petra. Donc, ça a été vraiment situé à un endroit stratégique. C'est importante, là. C'est ça. Donc, il n'y avait pas le choix de passer par là et il fallait qu'ils fassent des échanges pour avoir un droit de passage. Et on transigeait, par exemple, de l'encens, de l'ivoire, des épices, des choses, de la soie.
Donc, ça passait vraiment par Petra. C'est pour ça qu'ils sont devenus riches assez vite, parce que certains même disaient que c'était des pilleurs de caravanes, donc il y avait un droit de passage. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils ont été capables de diriger des bâtiments assez incroyables. C'était un incontournable au niveau du passage, donc ils ont profité un peu de cette situation. Bien, souvent, dans les... Un peu beaucoup. J'allais dire avant, mais ça se produit aussi aujourd'hui. Les gens vont percevoir des taxes ou un droit de passage, ou vont avoir un certain monopole. Si on veut parler d'actualité, on a juste à penser au nouveau pont Champlain. Là. Ben, c'est ça. On va-tu payer pour passer dessus ou on ne payera pas? Là? Ça n'a pas changé. On va avoir le Wi-Fi dessus? Il n'y aura-tu pas le Wi-Fi? Il n'y avait pas Wi-Fi à Petra, à ce que je cherche, mais... Donc, c'est ça. C'était placé stratégiquement. Et comme il n'y a aucune voie de contour, comme je disais, il y a une façon de se rendre à Petra. C'est un étroit sentier dans les montagnes. Tu n'avais pas le choix de passer là. Donc, c'est très intéressant. Puis, un petit fait que tu as passé rapidement, là, ils ont carrément coupé l'alimentation en eau pour les obliger à s'annexer à Oui, Rome. les Romains, j'ai bien compris, en fait... spécial, ça aussi. Là. C'est rien que pour dire comment est-ce qu'on peut, des fois, utiliser des méthodes extrêmes et même un peu malhonnêtes là, pour arriver à ses fins. Bien, en fait, Petra a vraiment eu son apogée dans le temps de Jésus-Christ, l'époque de Jésus-Christ, si on veut. Donc, dans l'époque des Romains aussi. Et bon, Rome voulait annexer... évidemment, Rome n'aimait pas beaucoup que Petra, les Nabatéens, percevaient beaucoup de richesses. Donc, ils ont dit, on va les annexer de force. Et les Nabatéens, comme c'est un désert, ils ont eu la très bonne idée de faire des systèmes de réservoirs pour l'eau de pluie, avec un aqueduc vraiment très, très élaboré pour l'époque. Et les Romains ont coupé la source. Donc, évidemment, ils n'ont pas eu le choix de se rendre et de s'annexer. Et c'est pour ça que dans les structures de Petra, souvent, on voit quand même une influence romaine. OK. Donc, très intéressant. Un petit brin d'histoire. C'est l'histoire de Petra. Ensuite, on enchaîne. Maintenant, on va se déplacer en Chine. Encore une fois, une carte pour situer. Donc, en Chine, pour l'armée millénaire de l'empereur Qin. Donc, on le voit à l'écran. Il y a un mausolée qui est dédié à l'empereur Qin Shi Huangdi. C'est 210 ans avant Jésus-Christ. Lui, c'est le premier empereur de Chine. C'est lui qui a unifié la Chine. C'est lui qui a fait la Grande Muraille de Chine. Et le mot Chine dérive en fait de son nom. Donc, c'est un personnage assez important. En 1974, on découvre ce que vous voyez à l'écran, des soldats en terre cuite. On en découvre quelques-uns, puis on décide de faire des fouilles archéologiques. Et là, on en découvre beaucoup. On met au jour 600 fosses. Et ça représente en fait 8000 soldats. Et c'est à de taille réelle. C'est une réplique parfaite de la garde impériale de l'empereur. Quand je dis une réplique parfaite, chaque visage est différent. Donc, lorsqu'on faisait les moulages, on modifiait un peu le moule pour faire les modifications au visage pour que chaque visage soit différent. Je ne sais pas si tu as suivi un peu de l'actualité. Je me demande s'il n'y a pas eu quelques exemplaires de présentés à Montréal. Oui, exactement. Oui, je ne me trompe pas. Hein? Oui, ça fait un peu le tour du monde. Je voulais aller voir ça. Moi, je trouvais ça impressionnant. Ben oui, c'est venu à Montréal et ça fait un peu les grandes villes du monde. Oui, flottante, qu'on appelle l'exposition flottante. Exactement. Donc, il n'y a pas longtemps que c'est venu et c'est vraiment magnifique de voir les pièces, comme je disais. As-tu été? Non, okay. Non, je n'ai pas été. Il y en a 8000, c'est énorme. Là. On parle, il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. 700 000 personnes qui ont mis 38 ans à construire l'armée. 38 ans. Oui, qui ont... Chaque visage est différent. C'est incroyable. Oui, chaque visage est différent. Là. Ça fait pas mal 8000 soldats, comme je disais. Évidemment, il y a des chevaux aussi. C'est cuit dans des fours à 900 degrés Celsius, puis ensuite, on les peint avec des minéraux. Donc, c'est vraiment impressionnant. Le souci du détail. Et aussi, ce qui est un détail qui est assez terrorisant à savoir, c'est que les gens qui ont travaillé à faire le tombeau et qui ont assisté aux funérailles ont été emmurés vivants. C'est une pratique qui se faisait pour pas que les secrets de construction soient dévoilés aux autres. Donc, jamais de bon sens. C'est une pratique quand même qui se faisait pas seulement là-bas en Chine, mais parfois pour s'assurer vraiment que les secrets ne soient pas dévoilés, évidemment extrêmes. Là. Donc, vous voyez à l'écran, c'est un soldat. On ne voit pas l'arbalète parce qu'elle était en bois, mais il tenait une arbalète.
En Chine, l'armée de Chine, il y avait quelqu'un qui tirait l'arbalète à genoux et derrière lui, un archer debout pour ne donner aucune chance à l'ennemi pendant que l'archer tirait. Tout de suite après, celui qui tirait l'arbalète tirait pendant que l'autre prenait une autre flèche. C'est une façon de tirer sur l'ennemi sans avoir aucun répit. Donc, c'est pour ça qu'on voit là, des soldats à genoux comme ça. Il attendait que l'archer tire sa flèche pour lui décocher la sienne. Ce que vous voyez à l'écran, bon, évidemment, maintenant, ils ont perdu leur couleur à cause de l'oxygène, de l'air et du temps. Ils étaient tous peints. Tous peints. Incroyable. Donc, vous voyez de quoi ça avait l'air. Évidemment, chaque couleur, c'était fait à partir de minéraux. Donc, chaque soldat était peint. De toute beauté. Et chaque soldat aussi avait des différences par rapport à son rang et à sa fonction dans l'armée. Pas seulement le visage qui était différent. Donc, c'est vraiment un travail colossal. C'est vraiment... J'en revenais pas. Quand j'ai vu ça, là, le détail dans les soldats, on parle pas de... Chaque soldat aussi, s'était façonné, s'était moulé de façon distincte. On moulait les bras, on moulait les jambes. Après, on jumelait le tout pour former le soldat. Donc, c'est un travail immense. Travail de moine. Oui. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est les armes, parce que chaque soldat avait une arme réelle. Donc, beaucoup des lances, des couteaux, des flèches, des arbalètes. Et ce qu'on a trouvé aussi, c'est que beaucoup de ces armes-là sont autant affûtées qu'au premier jour et n'ont aucune rouille, parce qu'on mettait un enduit. C'est des armes de bronze, mais on mettait par-dessus du chrome. Le chrome qui est un alliage d'étain de cuivre. Donc là, on parle de 200 ans avant Jésus-Christ. Le chrome a été découvert ici au 18e siècle. Donc presque 2000 ans avant, en Chine, on l'utilisait. Donc on parle parfois que les peuples utilisent des choses bien avant que c'est découvert ailleurs. Donc à cause de l'alliage de chrome, les armes sont totalement tranchantes et n'ont pas été altérées par le temps. Incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable. Donc, on voit d'autres images. C'est lorsqu'on a découvert, évidemment, il y en avait beaucoup d'endommagés, beaucoup étaient enterrés. On voit l'image suivante. Lorsqu'ils étaient enterrés, ça a pris vraiment très, très longtemps avant d'être capable de tout déterrer ces soldats-là, évidemment, parce qu'ils c'était enseveli sous beaucoup, beaucoup de terre. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est le tombeau de l'empereur lui-même. C'est une espèce de monticule de pyramide. Ça n'a pas été exploré. Pourquoi? C'est que les Chinois attendent d'avoir une technologie plus avancée pour être capables de conserver la momie de l'empereur qui est à l'intérieur et de pouvoir bien conserver tout ce qui se trouve à l'intérieur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur, ça serait une espèce de réplique du domaine de l'empereur souterraine. C'est une image d'ordinateur, mais ça serait un peu ce qu'il y aurait à l'intérieur. Donc, oui. Oui, ça n'a pas été exploré encore. On attend d'avoir la technologie. C'est tout de même impressionnant de voir un peu la philosophie de ce peuple-là aussi, qu'il n'y a pas personne qui est allé, malgré l'interdit, essayer en guillemets, entrer par infraction. Et puis, on a vu souvent ça sur d'autres sites archéologiques où il y a eu des massacres, là, carrément, et que là, on a réussi à préserver ce site-là, qu'il ne soit pas touché. C'est tout de même incroyable. Oui, le tombeau a été vraiment gardé intact comparé à certaines pyramides d'Égypte qui ont été vraiment pillées il y a longtemps. Au niveau des soldats, il y a certaines fosses qui avaient été pillées, surtout pour enlever les armes, pour les gens garder les armes, parce que c'était des armes totalement fonctionnelles. Il y a eu un feu aussi, parce qu'à un moment donné, il y a eu une révolte des paysans. Parce que du temps de l'empereur, évidemment, c'était pas toujours rose. Les temps étaient durs. Les temps étaient durs. Donc, il y a eu une révolte, mais l'ensemble du site a été vraiment très bien préservé. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, on a mis des bâtiments par-dessus les soldats pour les conserver, même si on sait que l'oxygène de l'air, probablement, avec le temps, ça va finir par les détruire. Ah. Donc, c'est un peu l'histoire de ce site-là, de l'armée millénaire. En fait, l'empereur avait une phobie de la mort. C'est un peu pour ça qu'il avait... Il a parcouru vraiment, il a fait beaucoup de voyages dans sa vie pour trouver une espèce d'élixir d'éternité, pour essayer de devenir éternel, parce qu'il avait peur de mourir. Et ironiquement, ce sont ces nombreux voyages qui ont fini par le faire mourir d'épuisement. Donc, et l'armée, c'était évidemment pour le protéger. Une culture tout à fait passionnante. Oui, hein? Oui, fascinant.
Je pense que tu as eu plusieurs minutes, pour ne pas dire heures de plaisir à préparer cette capsule. Hein? J'ai beaucoup appris en le faisant et sûrement que dans l'avenir, je vais vous présenter d'autres sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'était tout à fait passionnant. Capsule très, très, très divertissante, mais instructive aussi. Ouais. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine. Oui. À la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur facebook.com/tvcgr. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images des Turlutins qui étaient de passage à la polyvalente de Grande-Rivière le 12 décembre dernier. Sur ce, rendez-vous la semaine prochaine. Ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Moreau, directeur des loisirs à la Ville de Grande-Rivière. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Ce spectacle-là, ça a été une idée du comité des loisirs. Sophie Brousseau, qui est là, la présidente. On a eu des partenaires qui est le Club optimiste de Grande-Rivière. M. René Dubé, qui est là, président. La Maison de la Culture, M. Jean Dubé. Et puis, ça nous fait plaisir de vous voir là, puis vous allez voir les lutins. J'espère que vous allez embarquer, vous allez avoir du fun. Puis, bon après-midi, tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde! Et elle nous fait Grande-Rivière parce que c'est parti. Oh oui! Moi c'est facile, je m'appelle Pipon. Je prends bien mon nom, ce que je peux faire, c'est jouer des tours, des numéros à chaque jour. J'en ai plus d'un dans mon sac. Moi c'est Lupette, c'est tant de choses, oui c'est un truc qui est pas. J'aurais appris à chacune à mon rêve à la base. Debout tout le monde, on fait les tours, on chante tout en blanc. Profitez jusqu'à Noël. C'est nous les Turlutins. C'est nous les Turlutins. Toute la même étoile. C'est gauche, j'ai fait ma caboche, et dans tous les recoins du monde. Oh, après, hier, une belle histoire. Et moi midi du cœur si grand, tous les enfants peuvent le voir. Tout est magique autour de vous, il suffit d'y croire. Debout tout le monde, on fait les tours, on chante tout en blanc. Profitez jusqu'à Noël. C'est nous les Turlutins. C'est nous les Turlutins. Toute la même étoile. Et pour tous et moi, je suis un grand gourmand. Mais pas moins charmant. Et si je pouvais, je creuserais toute la vie maintenant. On se déplace partout et sans bruit. Pour vous jouer un bon tour dans la nuit. Les lutins les plus merveilleux. Et on croit pas la magie des fêtes, regardez au ciel. C'est nous les Turlutins. Malin, ouais, c'est
son sapin de Noël. Non. On se peigne les cheveux avec sa brosse à dents. Vous imaginez, les amis, une brosse à dents pleine de cheveux de lutin. Tu penses qu'à ça, tu vas faire des tours, toujours. Mais c'est mon livre. Prends-le-moi, s'il te plaît. Bon, si bien demandé, je ne peux que refuser. Allez, attendez. Je vais t'attraper. Allez-y. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens. Non. Quoi? Oh, et voilà. Merci, Grivoche. Ça fait plaisir, Lupin. Grippant, Lupin, c'est tout net. J'ai une idée. On pourrait peut-être écrire un gentil message pour le Père Noël. Ah ouais. Un poème. Ou bien une chanson. Quelque chose comme Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Avec des jouets par milliers. Est-ce que vous la connaissez? Oui. On la chante tout le monde ensemble. Mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien me alors, il va pas si froid. Dis-moi, elle existe déjà cette chanson, Lupette. Ah oui? Et toi, mon cher Grivoche, tu as une idée? Oh! Non! Non plus. Les idées, c'est toujours difficile à trouver, j'en ai pas. Pauvre Grivoche. Moi, mon problème, c'est que j'ai l'impression que les idées se bousculent, qu'il y en a des milliers et qu'elles sont impossibles à attraper. On pourrait lui préparer un grand festin. Bonne idée! De la pizza au chocolat! Mais c'est dégueulasse. Une tarte au ver de terre! Un gâteau aux sardines et au brocoli! Ah non! Des biscuits au homard et à la sauce tomate! C'est une excellente idée. Hein? Mais des biscuits? Des biscuits! Des biscuits en forme de lettres. D-U-R-L-U-T-I-N-S. Les turlutins. Comme ça, il saura que le cadeau vient de nous. C'est une excellente idée! Ouais! Cuisinons une collation pour notre cher Père Noël. Et ici à notre façon, et faire plaisir, c'est naturel. Coller le petit bonbon, qui en dit sur ça. Un joli nuage aux animaux. On veut planer son arc-en-ciel, et le carré de caramel. Dans ce coulis au frais et au miel. Là-dessus, j'en y a un. Bon, évidemment, ça me passe. Cuisinons une collation pour notre cher Père Noël. Des biscuits à notre façon, et faire plaisir, c'est naturel. Et des pépites au chocolat dans un crémage au chocolat, tapez de sauce au chocolat, des saupoudrées de caca, un peu de cidre blanc flambé, et sur le dessus la crème fouettée. Et bien de pépites de chocolat. Oh, ça, tu l'as déjà dit! Cuisinons une collation pour notre cher Père Noël. Des biscuits à notre façon, et faire plaisir, c'est naturel. Je sais! Des petits biscuits santé, au raisin sec et au blé, enrichis de fibres et d'oméga 3. Fait à base de céréales, bouquet de fèves germées, des œufs frais provenant de l'État. Bien, une tasse d'eau et un citron. Mais c'est pas Cuisinons une collation pour notre cher Père Noël. Des biscuits à notre façon, et faire plaisir, c'est naturel. Alors! Un peu de farine de sel et quelques gouttes
Bien, bonbon, bien aigre. Galette en céramique et abonnement pain de briques. Pour le dessert, une ma chère frère. Oh, c'est quoi? Tout ira renversé à la poussière. C'est une relation pour notre cher Père Noël. Et des biscuits à notre façon, lui faire plaisir, c'est naturel. Oh, c'est son beau! C'est vrai. Mais pas assez. Oh, c'est chaud. Pas assez. Ça sent bon. Et un demi-scène! Oh, mais les amis, ça tire beaucoup! Cuisinons une collation pour notre cher Père Noël. Des biscuits à notre façon, lui faire plaisir, c'est naturel. Voilà! Et voilà. Merci, Griboche. Plaisir, Mutine. Merci, Fripon. De rien. UT, merci, Lupette. Bouffe tout. Bouffe tout. Mais c'est moi qui les ai cuisinés. Bouffe tout. Oh, je ne peux même pas écouter. Bouffe tout! Oh, c'est injuste. C'est un cadeau. Oui. C'est pas mal. Mais juste une petite bouchée, ça me paraît quand même pas. INS. Il y en a soir. Les turlutins? Oui, Griboche. Bravo, c'est un magnifique cadeau. Le Père Noël sera très content. Oh. Non, ça va. Pas besoin de devenir sentimental, ça va. Bon. Les câlins, c'est à Noël, pas avant. C'est pas vrai. Bon, pour l'instant. Quoi? Couvre-feu. Oh, déjà! Bonne nuit. Même pas une petite collation avant le dodo? Oh, mais manger avant de dormir, ça peut faire des cauchemars. Oh, mais les biscuits! On est fatigués, nous aussi. On va aller se coucher. Les biscuits, ils parlent! Mais non, bouffe tout. C'est Fripon qui te fait des blagues. Allez, les turlutins, on s'est dit à demain! À demain. C'est de la coucher, hein? Bonne nuit. À demain. Bonne nuit, les biscuits, bonne nuit. Mais ça sent tellement bon. Ça va. À demain, les biscuits. Oh, à demain. Salut. Ça sent les biscuits! Ah oui, ils sont là! Oui. Oh my God, ils sont si beaux! Désolé! Que vous criez, ça ne changera rien! Je les mangerai tous au complet dans mon espace serré!